La bonne gestion des subventions exige la création d'un compte bancaire spécial sur lequel toutes les opérations liées à l'action subventionnée sont rattachées. Il faut avoir un compte dédié au projet et tout ce qui sera exécuté dedans sur ce compte comme dépenses seront rattachés au projet, entièrement au projet, uniquement au projet. La partie des fonds nécessaires à la réalisation de l'action et venant des bénéficiaires doit s'additionner aux subventions du programme et apparaître sur le compte spécial de gestion des subventions. C'est l'apport. Continuer. Les personnes autorisées à accéder au mouvement, oui. Sur cette partie-là, la multiplication fait l'objet d'un cofinancement avec le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'on peut verser la subvention du ministère de l'Agriculture sur le compte dédié à la classe? Oui, parce que c'est un cofinancement et les deux financements financent l'action. Vous avez compris. Les deux financements financent la même action. Alors, vous ouvrez un compte pour l'action, pour le projet. Voilà. Merci. Les personnes autorisées à accéder et mouvementer les 10 comptes sont exclusivement le coordinateur ou l'ordonnateur et le comptable du projet. C'est ainsi. Vous êtes, en tant que comptable, co-signateur du compte avec le coordonnateur ou l'ordonnateur. Et ainsi, vous êtes solidairement responsable de la gestion de ce compte. Donc, s'il y a problème, vous êtes interpellé, vous êtes aussi responsable de ce compte. Voilà. À ce titre, vous venez un peu derrière. Oui, à ce titre, toute opération bancaire sont effectuées conjointement avec ces derniers. Donc, il ne peut pas avoir opération sur le compte si le comptable n'a pas signé ou si le coordinateur n'a pas signé le chèque, le chéquier. Il faut procéder au dépôt des signatures dès l'ouverture de compte. Ok. Là, ce sont toutes les exigences. Lorsque le compte bancaire est ouvert, il va falloir procéder à la mise en place de la caisse à travers la définition et la mise en place d'une caisse de menu dépenses. Et vous allez déterminer le budget ou bien le montant, le maximum de cette caisse à l'interne. Mais il est préconisé que ce soit au strict minimum. Selon vos procédures internes, vous pouvez aller à 50 000, c'est-à-dire rabaisser les seuils jusqu'à 50 000. Vous pouvez décider avoir à la caisse au maximum 50 000, même 25 000. Vous pouvez aussi aller à 100 000, même à 500 000. Ça dépend de vos activités et de vos besoins au quotidien. Seulement que vous devez prendre les dispositions pour sécuriser cette ressource, c'est-à-dire disposer de matériel adéquat. En ces temps de crise, si un petit volet à côté apprend que vous avez dans votre casier 500 000 ou 1 million, vous êtes plus en sécurité. Donc, il faut en tenir compte. Donc, il doit être créé une caisse de menu dépenses liée à l'action financée par le programme. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 million. Ça dépend de vos activités. Si les 1 million constituent le strict minimum, et ça doit être défini par rapport aux manières de procédure que vous aurez à l'interne. Il faut avoir une manière de procédure, même si c'est léger à l'interne. Ce montant doit être défini à travers le manuel de procédure à l'interne. C'est ça. La caisse est approvisionnée. Je finis, vous allez poser la question pour qu'on gagne du temps. Ce n'est pas beaucoup de choses à présenter. La caisse est approvisionnée par le compte bancaire du projet selon les besoins de trésorerie liés aux dépenses infimes, les petites dépenses. Il faut noter que vous n'aurez pas de paiement en espèces supérieur ou égal à 100 000 francs CFA. Il faut l'éviter au maximum. Vous pouvez avoir à la caisse beaucoup plus, mais vous n'aurez pas à payer directement à un prestataire en espèces
à partir de 100 000. Il faut l'éviter. Procéder par paiement, par chèque ou par virement. À partir de 100 000 francs CFA. Le montant de la caisse doit être limité au strict minimum et conservé en lieu sûr. Déjà, par de 500 000, il faut avoir un petit coffre fort. Un petit coffre fort. Il ne faut pas mettre ça dans les casiers avec clé. Il faut éviter. Si vous n'avez pas de coffre fort, rabaissez les seuils jusqu'à 50 000. C'est un conseil. Okay. Je disais, il est important aussi de faire de façon régulière le rapprochement des mouvements. Ça, en tant que comptable, ça c'est le rôle du comptable, mais supervisé par le coordonnateur. Le coordonnateur doit veiller à ça. Ça doit être périodique, ça doit être régulier. Vous le faites de façon, si c'est trop espacé, mensuel. Voilà. Ça vous évitera aussi, de procéder à des paiements sans avoir de liquidité en caisse. Et là, il faut éviter de confondre la caisse à votre poche. C'est très facile de sortir rapidement de l'argent de la poche et de payer un prestataire, soit disant que dans quelques instants, vous irez régulariser. Et c'est très dangereux parce que vous allez vous retrouver à payer des activités sans avoir les ressources. Parce qu'il y aura une traçabilité de l'approvisionnement de la caisse. Vous allez penser que vous avez encore 100 000 francs en caisse alors que vous avez déjà dépassé. Nous aurons, d'après les relevés bancaires, on saura quand est-ce que vous avez approvisionné la caisse. Mais en ce moment, les dépenses ont été effectuées, payées. Ça, le financement est venu d'où? De votre poche, ce qui n'est pas bien. C'est ça. Ok. C'est fini. Nous allons parler maintenant de quelques problèmes éventuels. On ne va pas tout. On va citer quelques-uns. Vous avez le document après, vous aurez les détails. Les problèmes, les fonds versés par l'administration contractuelle peuvent être utilisés pour financer des activités autres que le projet. Ça, c'est vrai ou bien? Là, il faut l'éviter au maximum. Sinon, c'est inéligible. Vous financez des activités qui ne sont pas dans le cadre du projet, c'est inéligible. C'est pas possible. On appelle ça un détournement. C'est très simple. Voilà. Ceci peut se produire, par exemple, si l'unité d'exécution est confrontée à des problèmes de trésorerie ou utiliser les fonds destinés au projet pour couvrir d'autres besoins urgents. C'est pas possible, il faut l'éviter. Et puis, nous comptons sur la bonne foi des comptables, mais sous pression, c'est ce qui peut arriver. Le patron vient, il dit, finance ceci rapidement, soyez professionnels. Soyez professionnels, ne vous laissez pas, dans le respect, dans les bonnes manières, faites-lui comprendre que ce n'est pas possible. Et puis, proposer d'autres solutions. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis, soyez professionnels. Et avec de bonnes manières, il faut savoir lui dire que ce n'est pas possible. C'est ça. Et s'il y avait des décaissements, il faut matérialiser tout ce qui est sorti d'argent. Il faut les matérialiser. Et des ordres de paiement non autorisés peuvent être établis. Ordre de paiement non autorisé, c'est pas possible, c'est pas autorisé. C'est ça. Des fonds peuvent être détournés. On vient de parler de détournement. Les fonds peuvent ne pas parvenir à leur destinataire. C'est pas possible. Là, l'objectif du projet n'est pas atteint. Voilà. Par la suite, toujours nous allons voir quelques conseils qui s'affichent. Okay. Nous allons parler de l'ouverture d'un compte qui est spécialement dédié au projet. Il peut y avoir plusieurs financements. Voilà. Mais un compte dédié uniquement au projet. On peut continuer. 1.
Et puis, les rapprochements, les vérifications réguliers. Il faut les faire régulièrement. Limiter le fonds de caisse, on a déjà dit tout ça, et les transactions en espèces au maximum. Payer autant que possible par virement bancaire ou par chèque. Ça vous sécurise. Ne pas procéder à des prêts internes au projet. C'est pas possible. Interprojet, excusez. Oui. Lorsqu'il y a des prêts interprojets, c'est des détournements. Ou bien? Oui. C'est des détournements. Un prêt A. Est-ce que votre structure c'est un établissement financier? Pas possible. Je pense que c'est fini. Vous aurez la documentation qui viendra étayer tout ce qui a été dit, avec plus de détails et des exemples. Voilà. S'il y a des questions, il y avait des questions. Vous êtes satisfait de ça? Ok. Nous allons passer au module suivant, rapidement. La comptabilisation. Qu'est-ce que la comptabilité? Pour les comptables. Qu'est-ce que la comptabilité? Moi, je ne connais pas, je vais apprendre. Qu'est-ce que la comptabilité? La comptabilité? Oui. Allez doucement, je n'ai pas. Vous dites? Oui. De façon terre à terre. Oui. La traduction chiffrée des opérations financières exécutées. Oui. Qui dit mieux, mais qui n'est pas d'accord? La tenue de compte. Ok, à quoi servirait la tenue d'une bonne comptabilité? Oui. L'ensemble des opérations qui retracent les flux trésorerie d'une entreprise par rapport à l'activité donnée. Oui. Donc, on peut avoir plusieurs comptabilités. Oui, vous avez parlé de flux de trésorerie. Est-ce que c'est de la trésorerie seulement? Vous pouvez avoir des flux physiques aussi. Oui. Il y a plusieurs comptabilités, oui, allez-y. Donc, on parle de plusieurs, on parle de plusieurs comptabilités. On peut avoir la comptabilité par projet, on peut avoir la comptabilité qui centralise tout. Maintenant, dans cette type de comptabilité, nous pouvons avoir aussi la comptabilité analytique. Oui. On peut avoir la comptabilité générale. Comptabilité générale. Maintenant, dans cette type de comptabilité, nous distinguons aussi la comptabilité d'engagement. D'engagement. Trésorerie. Le projet, quelle est la comptabilité qu'on utilise souvent? D'engagement. D'engagement. De trésorerie souvent. Oui. Vous pouvez utiliser une comptabilité d'engagement, mais c'est recommandé la comptabilité de trésorerie. Parce que vous n'aurez pas souvent affaire au compte de tiers ou bien. Ou bien. Je ne suis pas sûr. Dites-moi. Comptabilité de trésorerie. Oui. Oui, bon, c'est la comptabilité de trésorerie qui est recommandée. Oui. Mais de plus en plus pour les grandes structures des ONG, qui placent beaucoup d'argent, oui. C'est beaucoup plus conseillé pour eux d'utiliser la comptabilité d'engagement. Parce que il y a forcément de petits tests qui naissent au cours des opérations. Oui. Par exemple, lorsqu'on prend un formateur à qui on a accepté de payer une avance. Alors, quand on lui paie l'avance, ensuite on lui doit en même temps de l'argent. Exact. Il faut replacer pour montrer qu'il y a un soldat à lui payer. Ça rentre forcément en engagement. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Qui n'est pas d'accord? Oui. Il n'est pas d'accord. Tout simplement parce que vous êtes en train de transférer par rapport à un budget. Donc c'est une comptabilité d'abord budgétaire. Budgétaire. Et la comptabilité budgétaire, c'est la comptabilité de trésorerie. Parce que lorsque vous aviez une dette à
envers un prestataire, ça veut dire que vous avez pris un engagement. Mais Oui. souple par rapport à votre budget, vous devez déjà faire le dénouement de cette dette. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous Donc, suis. c'est par rapport à la vous essayez. Je vous suis et les autres collègues vous suivent aussi. Nous allons en débattre. Oui. Oui, allez-y. Je vais prendre l'autre exemple pour le monsieur. Et je prends l'exemple, nous avons acheté un équipement et nous avons demandé une garantie d'au moins 1 an. C'est-à-dire quoi? La personne fait un dépôt de garantie. Si on ne fait pas le dépôt de garantie, on fait une retenue de 5%. La retenue de 5% va durer dans notre comptabilité pendant 1 an. Avant qu'on ne le paye. Là, est-ce que nous sommes en train de faire une comptabilité d'engagement et de Ça, c'est un engagement, mais. Oui. Mais, en tant qu'ONG, la comptabilité qu'on doit normalement tenir, c'est la comptabilité Trésorerie. qu'on fonctionne par rapport à un budget. Allons-y encore. Tu reprends Alcré. C'est beaucoup plus simple la comptabilité. Je suis content, nous avons des experts comptables. C'est beaucoup plus simple que le levier. C'est terre à terre. Oui. C'est bon. Mais même avec la comptabilité d'engagement, le suivi budgétaire se fait normalement. Il n'y a pas de souci. Dès que nous engageons la dépense, on sait que ça va, c'est déjà effectué, le montant est déjà prélevé, déjà réservé sur la ligne budgétaire. On sait que là, on ne touche plus à ça. On sait qu'on ne touche plus à ça. Donc, au niveau du budget, on touche ça normalement. Mais il faudrait quand même que dans notre système, puisque si on a un logiciel, bon, la compte d'engagement, forcément, il te faut un logiciel. Ça, ce n'est plus avec un Excel qu'il faut traîner ça. Tu risques de faire des erreurs très rapidement. Tu as ton logiciel, tu mets tout dedans et le suivi budgétaire se fait de façon automatique dans le logiciel. Oui, mais pour ça, tu n'as pas besoin nécessairement de logiciel. Hein. Tu peux faire ça avec ton Oui, Oui, ça, ça, tu tu fais peux- en Excel. C'est possible, mais c'est beaucoup plus fiable. Fiable. Quand c'est un Ce qui est recommandé, c'est logiciel, d'avoir le logiciel. Voilà, mais c'est les recommandé. c'est plus simple, c'est bon, c'est pas par rapport à ça. Mais engagement également, c'est possible et c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus. On continue, c'est bien. Je suis d'accord avec vous. Lorsque dans votre structure, vous avez affaire avec une structure d'entretien, vous allez procéder à une contractualisation annuelle tout au moins. Vous effectuez vous prenez pas un processus de passation de marché, vous les sélectionnez et vous passez à la signature du contrat qui sera au moins d'1 an. Ça peut être semestriel, mais vous le payez mensuellement. Ou bien, au moment où vous signez le contrat, qu'est-ce qui se passe comptablement? Au moment où vous procédez à la signature du contrat, qui sera peut-être annuel ou semestriel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alfred, comptablement, vous procédez à l'engagement. Et quel montant est engagé? Le montant global. Ok, là c'est quelle comptabilité? Engagement. Et au fur et à mesure, vous liquidez maintenant. Au fur et à mesure. Donc vous pouvez être amené à tenir une comptabilité d'engagement simple. Comme ça. C'est ça. Mais n'oubliez pas qu'au niveau du projet, le suivi budgétaire doit être au quotidien. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Sinon, vous allez vous retrouver tout de suite face à un dépassement budgétaire. Sans s'en rendre compte. Vous allez penser que vous avez toujours la ligne qui est disponible. Et n'oubliez pas, si c'est une ligne, si vous avez une activité carrée sur 1 an, vous avez provisionné pour 1 an. Et n'oubliez pas que c'est une part qui est réservée pour 1 an. Ce n'est pas toute la durée de faut en tenir compte. Nous allons aller sur le diapo. Ok, les exigences contractuelles pour votre comptabilisation. Le bénéficiaire doit tenir des relevés et des comptes précis et systématiquement relatifs à la mise en œuvre de l'action sous la forme d'une comptabilité appropriée et à double entrée. Une comptabilité à double entrée, un logiciel vous faciliterait la tâche. Mais le logiciel
acquérir un logiciel, ça dépend de la taille de la structure aussi. Si c'est une petite structure, avec Excel, vous pouvez gérer. Voilà. Et les comptes et dépenses de projet doivent être aisément identifiés et vérifiables. Ceci peut être fait en utilisant des comptes séparés pour le projet ou en assurant que les dépenses et les recettes du projet puissent être aisément identifiées. Vous pouvez avoir des recettes, non? Ou bien vous pouvez avoir des recettes. Sur votre produit, vous pouvez avoir des recettes, c'est possible. Des recettes. Même des recettes mensuelles. Ou bien sur les... Est-ce que c'est possible? Je me demande si vous pouvez avoir des recettes. Oui, c'est possible. C'est possible, il y a des projets pour lesquels c'est possible. Par exemple, quand on vend les dossiers d'appel d'offres, on peut vendre. Il y a des partenaires qui achètent. Quand on vend, les fonds rentrent également dans la subvention, ça contribue également au fonctionnement à la gestion du projet. Ok, si les procédures de Baël les permettent, vous pouvez procéder à la cession des DAO. Ok, et obtenir des recettes par là. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres sources de recettes? Oui. Les projets de levage dans un concours, lorsqu'ils cultivent et qui font la session, il y a une partie qui revient dans la caisse de la subvention. Ok, donc il y a session alors de produits, ce qui va à l'encontre de l'objet des subventions. C'est non, les subventions sont à but non. Oui. Le prix de session revient Aussi. au cible, non? Donc ça, ce n'est pas une recette pour la structure. À leur fonctionnement. Je vous écoute. Allez-y. C'est-à-dire, lorsqu'ils vendent. Oui, lorsqu'ils vendent. Donc il y a cession de produits. Il y a session. En réalité, pas par vous. Non. Ok, donc c'est pas à votre niveau alors. Oui. Et puis, pour la structure qui vend les DAO, même si les procédures le permettent, ça c'est. Vous faites des affaires, ou bien? C'est possible? Je veux savoir si c'est possible. Lorsque la procédure de valeur permet, oui. C'est deux cas. Parfois, ils disent, lorsque vous vendez, ça devient un produit pour la maison. Et là, on n'est pas tenu de faire la traçabilité dans les comptes du projet. On n'est pas obligé. Ah, donc, parfois, attendez, là, ça veut dire que si vous vendez, même si il vous est permis de vendre, et que vous vendez, ça ne rentre pas dans le projet. Ça passe où? Ça rentre dans le compte de l'ONG. Ça devient propre pour l'ONG. Ça vient grandir l'ONG. En quelque sorte. Parfois, tout à fait. Parfois, ils disent non, quand vous vendez, ça rentre. Également, ça, la traçabilité, on va retrouver ça sur le compte du projet. Et ça vient en quelque sorte également diminuer leur financement parce qu'il y a un montant à donner. Quand on fait le pont et puis ça fait un montant qu'ils ne vont pas faire. L'autre type de revenus, de produits qu'on peut avoir, oui. C'est les comptes courants rémunérés. Très bien, c'est ce que moi j'attendais. Ce n'est que ça qu'on peut attendre. Là, ça dépend aussi des conditions d'ouverture. Mais puisque les banques vous l'offrent, c'est de petits sous. C'est pas de danger. On ne vous demande pas d'aller placer les sous de la structure. Il y en a qui le font, c'est très dangereux, c'est la prison. Au-delà même de la prison, vous passez par la crayette d'abord. N'allez jamais placer parce que vous avez reçu 60 millions tout de suite, vous faites de petits calculs, vous placez, ça va se savoir. Ça va se savoir et c'est la prison directe. Si vous pensez à vos enfants et à votre nom, il faut l'éviter. C'est ça.
Mais la banque peut vous proposer des comptes rémunérés si les dispositions contractuelles que vous avez avec l'autorité contractante ne vous le permettent pas. Discutez avec l'autorité contractante pour avoir l'approbation. Vous procédez à l'ouverture du compte, vous avez un compte rémunéré. Mais les dispositions pour la gestion de ces comptes doivent être claires et définies. C'est ça. Donc on peut bien sûr avoir des recettes mensuelles même à travers les comptes rémunérés. Oui. En même temps. Donc toute dépense qu'on engage sur le compte doit être justifiée au partenaire. Oui. Donc est-ce que c'est déjà une recette? Puisque s'il reste de solde sur le compte, c'est au partenaire de vous dire, vous pouvez encore faire de planification pour utiliser. Je suis d'accord avec vous. Donc est-ce que c'est une recette? C'est un produit financier. Oui. Lorsque votre compte est rémunéré, voilà, la banque aussi il y aura des débits, vous allez payer des frais bancaires. Voilà. Vous serez aussi rémunéré. Si vous avez un financement où vous déposez sur un compte 80 millions tout de suite, ou 100 millions, la banque peut vous proposer pour vous garder, parce qu'il y a une concurrence au niveau des établissements financiers. Ils vont faire la cour pour vous garder, ils vous proposent un produit financier, une rémunération. Discutez avec votre autorité contractante, si c'est permis, vous en bénéficiez. Vous n'avez pas refusé, ça s'offre à vous. C'est ça. C'est ça. Donc il peut bel et bien avoir des recettes, mais surtout financières, des recettes financières. Ok, c'est une parenthèse. Voilà. Pour être éligible, les coûts doivent être enregistrés dans les états de compte du bénéficiaire. Ça se comprend, hein? Et déterminés conformément aux standards de comptabilité du pays. Quels sont les standards comptables que nous utilisons ici? SYSCOADA. Ça a été révisé. Donc, il faut en tenir compte. Où le bénéficiaire est établi et en conformité avec les pratiques comptables habituelles du bénéficiaire. C'est clair. Bien, on continue. Toujours les exigences contractuelles. Les conditions générales des contrats de subvention précisent les conditions auxquelles les coûts sont éligibles et fournissent une liste de coûts considérés comme inéligibles. C'est clair, vous avez cette liste-là dans les conditions générales de votre contrat. Il faut arriver à identifier les dépenses. Il faut arriver à qualifier. Il faut les arriver à... Parce que si vous n'arrivez pas à qualifier, vous allez vous tromper. Et les dépenses ne sont pas inéligibles, vous allez considérer que c'est éligible. Donc, arriver à requalifier les dépenses et les classer selon qu'elles soient éligibles ou inéligibles. C'est ça. Cette information devrait permettre aux bénéficiaires d'établir une distinction entre les dépenses éligibles et inéligibles dans leur comptabilité. Les bénéficiaires peuvent tenir leurs registres comptables dans leur devise locale, le franc CFA, ici. Mais les rapports financiers doivent être libellés dans la devise définie dans les conditions particulières de votre contrat. Vous avez une question? Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien ça dort? On peut continuer, s'il vous plaît. Des problèmes éventuels qu'on peut rencontrer. On peut avoir comme problème un système comptable inadéquat. Par exemple, s'il peut ne pas s'appuyer sur un système en partie double. Il est demandé de garder les téléphones silencieux, en mode silence.
s'il vous plaît. Voilà. Des écritures comptables erronées peuvent être enregistrées. C'est ça. Exemple d'écriture comptable erronée, erreur de classification ou d'imputation. C'est ça. De dépenses inéligibles dans le compte des dépenses éligibles. Les comptes peuvent être tenus, peuvent ne pas être tenus à jour. Il faut tenir vos comptes à jour. Là, vous êtes menace. Il ne faut pas attendre les derniers moments pour passer les écritures à la va-vite. C'est plus compliqué. Et puis, vous commettez beaucoup d'erreurs. Or, si vous les tenez régulièrement, vous êtes plus relax et c'est facile à gérer. Voilà. D'autres problèmes. Les dépenses. Voilà. Les comptes peuvent ne pas être tenus à jour. Et des soldes en souffrance peuvent ne pas être rapprochés en temps utile. C'est ça. Ce sont des problèmes qu'on peut avoir. Les dépenses effectives et les budgets peuvent ne pas être comparés régulièrement. Donc, les donneurs il y a des dépassements budgétaires à éviter. Donc, pour éviter ces genres de situations, il faut avoir des fiches de suivi budgétaire détaillées. Et ça vous permet de suivre chaque ligne budgétaire et vous éviter les dépassements budgétaires. Voilà. Vous aurez ces genres de fiches plus tard dans les rapports, parce que c'est à produire dans les rapports financiers. Vous aurez des détails sur ça dans les modules à venir. Voilà. Vous avez des questions? Je note que vous avez tout ce qui a été dit dans les supports que vous aurez bientôt, plus détaillé. Et puis nous sommes toujours là, même après la formation. Il y a Florentine qui est à votre disposition. Et nous aussi, nous sommes là, à l'UTFED, au ministère des Finances, disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons gagné beaucoup sur le temps, ou bien? Voilà. Il reste 20 minutes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me... Oui? Moi, j'ai une question, mais pas c'est sur les salaires. Je ne sais pas si c'est permis, je peux aller. On finit avec les conseils. En développant le module, il y a des conseils qui ont été déjà prodigués. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, d'autres conseils à ajouter. Je ne sais pas si Florentine, si tu as des conseils à leur prodiguer. Si Kéral a des conseils à nous prodiguer aussi. Voilà. Si derrière là-bas, c'est des conseils. Si Aristide a des conseils à nous prodiguer. Voilà, n'oubliez pas que les comptes doivent être co-signés. N'oubliez pas que les comptes bancaires doivent être co-signés. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de paiement supérieur à 100 000 francs en espèces. Et n'oubliez pas de sécuriser vos ressources en caisse. N'oubliez pas que vous devez avoir le strict minimum dans vos caisses. Le strict minimum. Votre strict minimum par rapport à vos activités peut aller à 1 million. Comme ça peut être de 25 000 francs. Je rappelle toujours, avec votre coordonnateur, mettez en place un petit manuel de procédure. Élaboré et envoyé à Florentine, c'est là le temps, parce qu'elle est tout chargée. Si elle n'a pas le temps, vous pouvez gérer. Et élaborer des petits manuels de procédure qui vont définir ces seuils. Voilà. Tenez régulièrement à jour vos fiches de suivi budgétaire détaillées. C'est ça. Ne confondez pas la caisse à votre poche. C'est très facile. Nous parlons en connaissance de cause. Tout de suite, vous vous dites que ce n'est que 5 000. Si je vais à la banque tout à l'heure,
je vais régulariser, et vous n'êtes pas allé à la banque. 2 jours après, vous n'êtes pas allé à la banque. Vous avez besoin d'une dépense urgente de 5 000 encore. Vous prenez encore 5 000 dans votre poche. Vous confondez la caisse de menu dépenses là à votre poche. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous-même parce que vous allez dépenser même l'argent de la structure sans le savoir. Voilà. Oui. Comme conseil utile, vous aurez à appliquer les bonnes techniques comptables. Appliquer les règles et principes comptables appropriés. Vous connaissez les principes comptables, non? Ou bien les comptables? Ou bien, rappelez-nous quelques principes comptables. Rappelez-nous quelques principes comptables. Transparence. Séparation des exercices. Coût historique. Voilà, c'est très bien. Séparation des exercices. Ça intéresse. Voilà. Ok, oui. On finit. On finit. Et puis, les comptes doivent répertorier tous les intérêts générés par les avances. On dit les comptes doivent répertorier tous les intérêts générés par les avances. Les registres comptables doivent inclure toutes les transactions. Utiliser un plan comptable, un système de codification adapté. Nous avons parlé tout à l'heure de Cisco ADA, pour réviser, que vous pouvez utiliser. Un bon système de codification des écritures permet de rédiger plus facilement vos rapports. Voilà, pour les rapportages. En matière de modification budgétaire, le bénéficiaire doit soumettre une proposition d'amendement budgétaire écrite à l'administration contractuelle, qui décidera de la nécessité de rédiger ou non un avenant au contrat parce que c'est un réaménagement ou remaniement budgétaire n'exige pas d'avenant. Donc quand il y a un réaménagement budgétaire qui ne nécessite pas la prise d'un avenant, vous pouvez l'effectuer après autorisation de l'autorité contractante. Il doit avoir des seuils. Florentine peut revenir là-dessus pour vous. Mais les dispositions contractuelles, les conditions générales de votre contrat vont les préciser. Oui. Et aussi, lorsque ça modifie les budgets ou même l'objet un peu de votre contrat, il faut, c'est la prise d'un avenant. L'avenant ne peut être effectué qu'après autorisation de l'autorité contractante. C'est ça. Les contrats ne peuvent pas être modifiés rétroactivement. C'est-à-dire que, vous avez compris ce que ça veut dire? Un contrat modifié rétroactivement. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Oui? Ça veut dire qu'on a déjà mené l'activité modifiée et on va faire le contrat pour prouver ce qui a été fait. Voilà. C'est. L'administration a fait une régularisation. Oui. Ce n'est pas autorisé. Et qu'est-ce qui peut conduire à des faits comme ça? Quelle pratique peut conduire à des faits comme ça? Parce que ça peut arriver ça peut vous être imposé par les contraintes. Vous ne pouvez pas le faire. Mais les contraintes peuvent vous l'imposer. Oui. Quelle pratique peut conduire à ça? Vous avez compris ma question? Au fait, vous vous retrouvez devant une activité que vous avez déjà financée.
sans contrat. Et vous êtes obligé, vous avez déjà réalisé l'activité, vous êtes obligé de venir réaliser un avenant pour couvrir l'activité. Oui. Lorsque le suivi budgétaire n'est pas très bien fait. Lorsque le suivi budgétaire n'est pas bien fait. Voilà. J'ai un exemple de communication, de publication. Vous avez la ligne publication. C'est un exemple. Je ne dis pas que vous avez ça. Je parle seulement. Vous avez un exemple de ligne budgétaire pour les publications dans les journaux. C'est un exemple, je dis. Et vous avez 1 million. Je dis n'importe quoi, vous avez 1 million. Et vous faites des publications. Vous avez des activités, des insertions dans les journaux. Le coordinateur vient, on doit publier telle chose. Nous devons effectuer 3 parutions. Chaque parution coûte 115 000 francs de la nation. 3 tout de suite, ça fait 200 et quelques mille. Vous le faites. Le dimanche, je passerai au boulot, tenir à jour ma fiche de suivi budgétaire. Le dimanche, vous êtes fatigué, vous n'avez pas pu le faire. Je vais le faire le lundi, ce n'est pas fait. Le mardi, une autre publication encore, une session. Vous le faites. Vous êtes déjà à 600 000, 400 000, vous évoluez comme ça, sans mettre à jour. Et subitement, vous vous retrouvez dans un dépassement budgétaire. Lorsque ça arrive, vous allez, c'est déjà constaté. Voilà que la ligne est dépassée. Vous voulez apporter un avenant ou des réaménagements budgétaires. Mais c'est post-dépenses. Vous cherchez à cadrer pour couvrir là, c'est pas normal. Là, vous allez vouloir élaborer ou produire des contrats qui seront modifiés, rétroactivement. Mon exemple ne cadre pas avec ce cas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un contrat modifié rétroactivement. La provision pour imprévu ne peut être utilisée sans l'accord écrit préalable de l'autorité contractuelle. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc, vous ne mobilisez que les imprévus qu'après accord de l'autorité contractuelle. Et pour avoir l'accord, il faut justifier, il faut motiver votre requête de mobilisation des imprévus. Il faut nécessairement motiver. C'est ça. Si vous avez des urgences pour régler une situation, vous pouvez effectuer des réaménagements budgétaires. Et c'est lorsque, au pire des cas, vous n'avez plus de possibilité que vous mobilisez les imprévus. Mais, après autorisation de l'autorité contractante. Oui. C'est fini. Voilà. Des questions? Il y avait une main. Oui? Par rapport au compte bancaire. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir 3 systèmes, le comptable et la trésorerie? Oui, il y a une question qui nous a été posée. Est-ce qu'il doit y avoir 3 signataires pour un compte? Il doit y avoir 3 signataires. Oui. Selon moi, Oui. oui. Oui, mais Avant de décaisser les fonds, il y a 2 signatures obligatoires. qui est Celui du coordonnateur et du comptable. ok. Obligatoire. Selon moi. Obligatoire sur le chèque. Donc, les 3 que comme on peut désigner pour dire soit c'est le coordonnateur et le comptable, les 2 signatures sont obligatoires. Ça veut dire que sans eux, sans les 2 signatures, on ne peut pas toucher de la note. Il faut spécifier ça. Oui, autre réaction? Oui. C'est mieux que 3 personnes ici.
je suppose, 3 personnes peuvent signer un chèque. Maintenant, on requiert 2 signatures obligatoires. Donc, du coup, 2 personnes peuvent signer. La signature passe. Maintenant, si on dit que les 2 signataires obligatoires, soit le coordinateur et le comptable, je ne vois pas pourquoi la trésorerie va signer avant. Ça peut être dans les tests. Ça peut être un test. Ça peut être un tel test. Dans les statuts de L'organisation. Ouais. Le régime. Je voudrais juste vous dire qu'en fait, en ce qui concerne les statuts sur le compte et le chèque et tout ça, faites attention. Donc, il faut l'associer à votre procédure interne pour sécuriser aussi vos ressources. C'est clair, hein? Ok. Autre question? Une autre question? Oui, ma question n'est pas par rapport à ce qu'on a. Je suppose un comptable de l'ONG qui est payé sur son propre a été redéployé sur le projet. Le projet prend en compte juste une partie de son salaire, pas l'entièreté. Oui. Juste une partie. Et l'ONG dit, même si le projet prend en compte une partie de son salaire, cela veut dire que je paye toujours le montant que je lui paye. Lorsque le projet finira, je n'ai pas la capacité de lui payer plus que cela, donc je ne l'habitue pas ce qu'il prenne plus que ce que je le paye. Je ne sais pas si je fais. Du coup, reprenez, s'il vous plaît, suivez avec moi. Vous reprenez, s'il vous plaît. Le comptable, c'est une supposition, est à plein temps, normalement dans l'ONG. Maintenant, le projet prend en compte juste une partie de son salaire. Je suppose que le projet prend en compte 10% ou 20% de son salaire actuel. Maintenant, l'ONG va continuer à lui payer le montant qu'il lui paye, même si le projet n'est pas là. Maintenant, l'ONG dit qu'il ne peut pas lui payer au-delà de son montant, même si le projet va prendre en compte juste une partie du salaire qu'on lui paye actuellement. Ça ne va pas changer. Quelle est la procédure? pendant l'élaboration. Non. Excusez-moi, pendant l'élaboration du projet, ça ne prend en compte le projet qui dépend en fonction de son salaire. Bon, essayons de comprendre ce qu'il dit d'abord. Et on va essayer de... Voilà. Vous avez parlé d'ONG, vous avez parlé de projet. Ou bien, voilà. Je considère que c'est un projet financé par les nations actuelles. D'accord? Donc c'est un projet de l'ONG. L'ONG, c'est la structure. Voilà. Et l'ONG a bénéficié du financement du Repasoc, c'est un exemple. N'est-ce pas? Pour un projet élaboré, c'est ça. Pour une durée donnée. Le comptable est déjà fonctionnaire de l'ONG. Il est déjà salarié de l'ONG. Donc il est mage au niveau de l'ONG. Il a son bulletin de paie, n'est-ce pas? Maintenant, puisque il va prester, ça peut dire des solutions, c'est ça. Puisqu'il va prester sur le projet, il va prester aussi sur le projet, entre autres. Ce n'est pas seulement le projet, il y a le comptable de l'ONG, il va aussi prester pour le projet. L'ONG a voulu que le projet apporte une contribution à sa rémunération. C'est ça. On se comprend. Voilà. Donc, l'ONG voudrait que le projet apporte une partie, une contribution à sa rémunération. Et vous voulez savoir comment est-ce que ça va être pris en compte au niveau du gestionnaire du projet. C'est ça, vous qui êtes comptable du projet. Comment est-ce que vous allez comptabiliser? Comment est-ce que vous allez engager? C'est ça. Ou bien, on se comprend. Bon, c'est ça que j'ai résumé. Essayons de répondre. On vous suit? Oui? Oui, le comptable prenait 100 000. 30 000. Mais son
l'ONG donne 70 et le projet donne 30 000. Ça veut dire que le comptable est toujours rémunéré à 100 000. Mais il intervient aussi sur le projet qui vient d'être financé et il gagne toujours ces 100 000. Mais l'ONG voudrait que le projet participe à cette rémunération à hauteur de 30%, c'est-à-dire 30 000. Voilà. J'avais une main. Alors, en tant que comptable, ou c'est pas seulement le comptable qui est concerné. S'il vous plaît, ce n'est pas seulement le comptable qui est... Allons vite parce que nous avons combien de temps qu'il nous reste? Moins de 5 minutes, allons vite. Oui. Pour ce traitement, la part du projet, on fait normalement le contrat du projet. Si c'est les 30 000, on fait le contrat pour les 30 000. Voilà, c'est le contrat du projet, ça. Et c'est quel genre de contrat? C'est le contrat avec qui? C'est le contrat avec le comptable. Le projet fait un contrat avec le comptable. Ou le projet fait un contrat avec l'ONG. L'ONG a mis à disposition le comptable. Donc le comptable, selon moi, est comme un assistant technique. Il apporte son assistance, il apporte son expertise. Oui? Oui, allez-y. En fait, il faut être clair. Les ressources humaines, c'est les ressources humaines, c'est les gens, le personnel qui travaille, soit dans l'organisation chef de file, soit dans l'organisation co-demandeur, soit chez les entités affiliées. Et donc, c'est des salariés, c'est des gens qui ont des contrats de travail avec ces organisations, ces associations. Donc, ça se pourrait évidemment qu'ils engagent plus de personnel pour mettre en œuvre leur projet. Donc, en aucun cas, pour nuancer, voilà, c'est pas nuancer, pour être clair, on pourrait financer les salaires des ONG qui ne font pas partie de partenariat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les personnes qui travaillent dans la mise en œuvre du projet, qui travaillent directement dans la mise en œuvre des activités, peuvent avoir différents niveaux de dédication. Ils peuvent travailler à 100%, ils peuvent travailler à 80%, ils peuvent travailler à 50%. Dans le cas où leur participation, leur dédication au projet est partielle, merci. Dans ce cas-là, il faut... C'est un contrat de prestation, c'est une assistance technique. Ce n'est pas... Au fait, si vous suivez bien Kéral, au fait, le comptable n'est pas... Tu me suis? Le comptable que vous mettez à disposition du projet n'est pas salarié du projet. Il est salarié de l'ONG, il n'est pas salarié sur le projet. Il apporte son assistance technique, d'après ce que vous venez de dire. Et c'est à 30%. Oui, elle va... En fait, je crois que les choses se sont au cas par cas. Quand le personnel n'est pas un prestataire recruté là, c'est un contrat de prestation de service avec les honoraires. Les budgets qui ont été faits maintenant avec les explications sur la feuille source de financement, tout est clair. Donc vous allez reprendre vos budgets, rebondir dans vos budgets et s'il y a maintenant toujours des ambiguïtés, vous pouvez vous adresser directement. C'est ça que je dis. Pardon? Oui. On reviendra là-dessus. Ok. Il y a des cas ici qui sont concernés. Il y a pas ici avec la précision. D'accord? On va voir maintenant. C'est pourquoi je disais au cas par cas. On va voir les trucs au cas par cas. Parce que tout le monde n'est pas dans ce cas dont on parle. C'est un peu compliqué quand même. Dans le budget, déjà, on dit la personne va travailler à 30% sur le projet. C'est de ça que parle que là. 30% là, il faut un document qui justifie que c'est 30% il a fait. Vous comprenez? Il peut être un salarié, pourtant il y a la feuille de présence qui prouve qu'il est salarié, mais sur ce projet, son salarié là, c'est tel nombre de jours. Donc, c'est pas faux.
simplement dans les cas de prestation de services des consultants et autres qu'il a de feuilles de présence. Les cas où on dit c'est à 50%, c'est à 30%, comment on peut justifier qu'il a travaillé effectivement à 50%? Il faut tenir des feuilles de présence de ça que Kéa vient de parler. Ok? Voilà. Oui. En fait, je sais que beaucoup d'entre vous ici là, veulent avoir, au lieu de salaire là, pourquoi on ne va pas mettre prestation de service pour éviter l'IPTS? C'est souvent ça. C'est oui, vrai ou faux? Ah non, moi j'ai travaillé sur le budget pour la... C'est vrai, non? Moi je dis ce que je vois, je ne dis pas autre chose que ce que je vois et puis ce que j'entends. Vous voyez? Mais c'est compliqué. Ma réponse, c'est déjà dans le budget, c'est déjà traité avec chacun dans son budget. Et c'est déjà mis sur la source de financement. Le contrat, c'est ce que vous avez, avec les annexes du contrat. Oui ou non? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on prélève les cotisations sociales parce que l'argent qu'ils vont recevoir en poche là, c'est petit. Mais nous oublions que d'ici, moi, il y a des temps où il y a des gens qui n'aiment même pas, qui veulent qu'on leur prélève la cotisation sociale. Parce que maintenant, tu travailles, tu es en bon état. On te prélève, quoi qu'en soit ce qu'on te prélève, quand tu es prestataire durant toute ta vie, et que tu es salarié quelque part où on te prélève, on te donne, on te cotise un peu, le peu que tu prends en ce moment-là, ça te suffit pour le temps que tu vas faire. Parce que quand on est prestataire, on n'a pas de... nous, par exemple, on n'a pas l'habitude d'aller faire assurance retraite, même si ce n'est pas pour le gouvernement, pour l'État, assurance de retraite auprès des structures d'assurance et autres là. On n'a pas l'habitude de le faire. Et puis après, quand on n'est plus en position de travailler, on est confronté à des difficultés. Ou bien j'ai menti. Hein? Quand on est jeune là, et puis on veut nous prélever, on ne veut pas. Mais quand les gens s'asseyent pour vous expliquer le bienfait de cotiser pour que demain tu aies au moins le minimum pour vivre dans ta vieillesse, les enfants, ce n'est pas tous les enfants qui se rappellent des parents après, hein? Pour venir en aide aux parents. Hein? Donc c'est dans l'actif de l'employé. Tout ce que nous disons par rapport aux cotisations sociales, c'est beaucoup, 20%, d'accord. C'est l'actif de l'employé. Donc tout le monde veut avoir prestation de service. Si je vous donne mon exemple, j'ai toujours fait prestation de service. Maintenant, là où je suis aujourd'hui, là, je regrette. Je regrette parce que je me dis, au moins, si c'était un contrat de travail, je serais en train de cotiser, même si c'est pour 15 ans. J'ai une retraite proportionnelle, 15 ans là. Ça va me permettre de manger, de subvenir à mes besoins lorsque je serai vieille, parce que je n'ai même pas un gros ventre. Vous comprenez? C'est ça. J'ai travaillé beaucoup avec les structures. On fait juste prestation de service là. Même si ce n'est pas aidé, c'est obligatoire, là, on ne veut même pas payer à aider. On prend tout, on apporte tout, et tout se dépense. On n'a pas idée à peut-être réaliser des choses, peut-être pour dire que demain, là, ça va me procurer du revenu. Vous comprenez? Je vous comprends, hein, parce que l'argent, quand on enlève tout, surtout l'IPTS là, c'est beaucoup. Hein. Quand on t'enlève l'IPTS là, tu seras fâché même contre l'État. Oui, c'est beaucoup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la loi. C'est aussi pour notre bien par rapport aux cotisations sociales. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comment, votre problème, c'est comment imputer les ressources. Nous savons que le Repasoc vous a exigé un compte précis pour le projet. Si j'étais par exemple à 200 000 francs dans la structure, à la fin du mois, comment est-ce que ça va se passer? Première chose, la fiche de paie ne change pas. La fiche de paie que vous avez habituellement, c'est la même fiche de paie que vous utilisez. On ne change pas la fiche de paie de la structure. 200 000 francs. Maintenant, c'est en termes de paiement que nous allons avoir deux sources de paiement pour la même personne. Donc, les 50% qui sont sur, 20% qui sont sur le projet de Repasoc et avec les autres ailleurs. Donc, la personne aura deux virements, peut-être deux sources de virement. Mais le montant, la fiche de paie doit garder. Mais ce qu'il faut ajouter maintenant, c'est le term sheet qui permet d'apprécier les 50% que tu as fait sur le Repasoc, que vous ajoutez comme outil pour justifier la dépense. Oui. Non, la personne a son contrat de travail. Oui, c'est le même contrat de travail. C'est le même contrat de travail. Mais il faut que forcément une décision interne, une service permette de dire que voilà, 50% de son temps est accordé à tel projet pris en compte de telle manière.
C'est la même fiche de paie, vous travaillez depuis toujours. Vous avez votre contrat de travail avec la structure. Maintenant, c'est bon? Ouais? Normalement, on a payé l'IPTS. Ouais. Mais non, si l'IPTS est payé, la CNSS est payée par l'ONG. Ici, on a des tout aspects. Ouais. Comment vous voulez qu'on justifie? Est-ce qu'on veut dire seulement les 50 000? Non, mais c'est déductible de tout ce que vous avez comme charge. Comment si je prends par exemple 50 000, j'ai l'exemple que je donne 50 000, on ne peut pas payer l'IPTS sur 50 000, c'est 0%. On ne peut pas payer. Ça, c'est l'agent de 50 000, tout le monde sait qu'il n'y a pas de IPTS sur 50 000. Maintenant, on va payer la CNSS là-dessus. Obligatoirement. Voilà. Si on fait la CNSS, c'est ce montant-là. Il y a des trucs il va prendre juste une partie de l'IPTS de la CNSS aussi. C'est ça? Comment une partie? Je ne sais pas si vous comprenez, moi je ne connais pas. Vous avez dit tout à l'heure. Ah non. Allez, si je vais Vous avez dit tout à l'heure que les 200 000 francs ne changent pas. Mais sur ces 200 000 francs, nous appliquons l'IPTS à la CNSS. Ouais. Normalement. Ouais. Maintenant, il y aura deux sources de financement. Ah oui. Dans ces deux sources de financement-là, une partie de là, on va prendre l'IPTS de la CNSS, l'autre partie on va prendre l'IPTS de la CNSS. Ça fait le même montant. Je suppose, dans le cas précédent, qui dans les deux fois payer l'IPTS? Il n'y a pas deux personnes, il n'y a qu'une seule personne. Vous avez la fiche, vous avez votre fiche de paye avec tout ce qu'il y a comme imputation sur la fiche de paye. La question que vous pouvez me poser, c'est les sources, d'où est-ce que ça vient? C'est ça. Quand on dit 200 000 francs, si c'est le salaire brut qui est 200 000 francs, on calcule tout dessus. Oui. On sait déjà que, en termes d'imputation, une partie vient des ressources de projet, l'autre est de l'autre côté. C'est un peu ça, c'est ça qu'il est question. Donc autant vous payez de la même manière, vous payez les charges. Je dois justifier par exemple, je prends par 50 000 francs, je dois justifier l'IPTS. Oui. L'IPTS. Oui. La CNSS. Oui. Lorsque je dois faire un prélèvement entre l'IPTS, je dois payer ça ailleurs, je dois payer aussi la CNSS ailleurs. Oui. Du coup, ça veut dire que je dois prendre le montant de la CNSS sur le compte, le montant de l'IPTS sur le compte. Pour la part liée à ce taux-là. Pour la part liée à ce taux-là. Oui. Voilà. Je suppose que la personne est à 200 000 francs. L'IPTS nous pratiquement pas par tranche. Si on enlève les 50 000 dedans, c'est que l'IPTS que le monsieur va payer en réalité, ça va se réduire puisque les 50 000 francs là ne va pas prendre l'IPTS. Cela calcule sur les 150 000. Ça dépend du taux que le projet prend en charge. Si le taux que le projet, je ne suis pas content de vous excuser, peut-être que je ne suis pas en train de bien comprendre. D'une certaine manière, tu pénalises l'État. Puisque quoi? La base est unique. Pourquoi vous voulez deux bases de calcul? Non. La base de calcul, elle est unique. Pour le salaire. Vous n'avez pas deux fiches de salaire. Vous n'avez pas deux fiches de salaire. Dans une situation où on a le même compte pour tous les projets où tout le monde avait l'argent, le problème ne se pose pas en réalité. C'est parce que, et comme vous l'avez avec d'autres bailleurs aussi, chaque bailleur aussi avait son compte, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez vos comptes. Il y en a qui ont mis les ressources de tout le personnel sur le projet, le problème ne se pose pas. Maintenant, il y en a qui ont des charges, en termes d'une partie des ressources, en termes de 20% et quelques pourcents et tout, à mettre, à faire tout là. Mais lorsque vous finissez, vous finissez d'établir votre fiche de paye et que vous déduisez tout, sur la fiche de paye, il y a le montant de l'IPTS, il y a, excusez-moi, je ne sais pas si c'est des coordonnées que je dis. Il y a tout. Avec ça fait un montant, non? Mais qui a un taux par rapport à ce que le projet, c'est proportionnel, non? C'est un rapport de proportionnalité que vous faites pour pouvoir pour payer ça. Si le montant global, par exemple, est des charges là, ça fait 20 000.
qu'on a fini par trouver. Et que le projet apporte, lui, il est à 20%. Mais le projet là, c'est 20% de ce montant que vous prenez sur le. C'est la seule fiche qui permet de justifier. Si je reviens, est-ce que c'est nécessaire de revenir? Il ne me suit pas. Donc, le module est terminé ainsi. Merci pour votre attention.